Alors on doit parler aussi d'une faculté, hein, c'est pas une obligation, c'est qu'il y a une possibilité de déroger à la grille de salaire fixe telle qu'elle est indiquée à la fin de la convention, dans des cas très restrictifs. Donc c'est uniquement pour le documentaire de moins de 600 000 euros et le film de fiction de moins de 3 millions. On peut peut-être expliquer aussi pourquoi on en est arrivé à cette dérogation. C'est que, bien logiquement, ce qui a été invoqué par les producteurs, c'est que cette grille de salaire, comme je vous disais, aurait forcément un coût, et que ce coût ne pourrait pas être absorbé. Alors, par les films de moins de 1 million, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette possibilité d'avoir un moratoire et de rediscuter les conditions. Mais pour le cours aussi, puisque là, on est en train de discuter un régime particulier des salaires, mais cette faculté qui était accordée pour les films dans certaines conditions permettait j'allais dire, faire passer la pilule et de faire en sorte que les salaires soient moins élevés pour ces films-là dont Agnès va vous donner les critères qui sont encore une fois très très restrictifs. Alors c'est des critères restrictifs, donc déjà il faut rentrer dans les catégories de prix. Ensuite c'est absolument pas automatique, hein, la demande est examinée par une commission, donc c'est une commission qui est issue de la négociation, donc c'est une commission paritaire avec des représentants des salariés et des employeurs. Et ensuite, il faut remplir des critères qui sont cumulatifs, donc qui sont indiqués. Donc d'abord que la masse salariale des personnels techniques soit égale à 18% du budget minimum, que la masse salariale des personnels techniques soit égale à 80% du poste artistique, et que ce soit pour des films tournés en France ou alors à l'étranger, mais uniquement pour des raisons artistiques. Donc l'idée, c'était vraiment, ce qu'a expliqué Valérie, c'est de dire, c'est pour baisser le coût lié au fait de payer des personnels. Donc c'est vraiment sur ça que s'est focalisée cette faculté de déroger au salaire pour en verser une partie en différé. Alors, juste, j'en dirai un peu plus et je pense qu'on reviendra un peu plus dans le détail des mécanismes qui dictent à la possibilité de déroger à un salaire conventionnel tel qu'il est annexé à la convention collective. Juste remettre un peu tout ça dans la perspective. On est en train de parler là un petit peu d'impact financier de l'application d'une convention collective sur le coût d'un film. Bon. Mais encore faut-il qu'on sache à quoi on fait référence et qu'est-ce qu'on compare. Valérie disait, certains disaient plus 10%, plus 20%, plus 50% et que sais-je encore. Encore une fois, il est facile de comparer deux données objectives. On pourrait comparer la convention audiovisuelle à la convention cinéma. C'est des données totalement objectives. En revanche, mesurer l'impact financier de l'application de la convention collective, qui est une règle qui, à force obligatoire et légale, a des pratiques antérieures qui, pour le coup, étaient déconnectées de toute, on va dire, de toute légalité, puisqu'en fin de compte, je me souviens d'une parole de notre ex-ministre de la Culture qui disait l'exception culturelle ne vaut pas exception sociale. Ben oui, le corollaire de l'application d'une convention collective, c'est d'abord l'application du droit du travail. Et donc, l'application du droit du travail, c'est de dire toute heure travaillée est rémunérée. C'est le principe. Et voilà, c'est celui qui dit qu'aujourd'hui, l'ensemble des contrats de travail, quelle que soit la branche, quel que soit le secteur. Ça n'était pas le cas dans le cinéma. Enfin, je veux dire, il faut se dire les choses. Peut-être qu'on peut rappeler aussi que avant l'extension de la convention collective, cette convention collective n'était respectée et obligatoire que pour un seul syndicat signataire. Oui, alors en fait, non seulement, elle avait été dénoncée, mais en fait, si on remonte historiquement, la convention, on va dire le secteur de la production cinématographique a été doté d'une convention. Une convention qui était signée à l'époque par une seule organisation d'employeurs. En 1950, la chambre syndicale des producteurs. Chambre syndicale des producteurs qui aujourd'hui n'existe pas, qui s'est transformée.
Et puis il y a eu petit à petit un émiettement, et en tout cas la création de nouveaux et de syndicats de producteurs supplémentaires. Donc, 5 au total. Aujourd'hui, ouais, 5. Dont 4 très représentatifs. 4 représentatifs, un peu moins bien. Enfin, bon, peu importe. Là, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais en attendant, on peut. Voilà. Parce qu'il y a, je rigole, je plaisante, mais je fais juste une aparté parce qu'il y a évidemment, tout au long de la négociation de la convention collective, il y a eu un débat sur la représentativité des organisations patronales. Donc, ce n'est pas un débat dans lequel je vais rentrer parce que ça renvoie à d'autres dispositions, on va dire, légales. Donc je reviens en fait, effectivement, quand on mesurait l'impact, et quand on cherche toujours à mesurer l'impact, si toutefois il y en a un, l'impact il se mesure par rapport à ce qui existait auparavant. Et auparavant, effectivement, on avait recours à des arrangements, voilà, ni plus ni moins. Il y avait effectivement un texte qui existait mais auquel personne ne faisait référence, mais qui quand même existait dans les esprits des uns et des autres et qui pouvait être un peu on va dire le curseur de référence. Mais vous pouvez permettre quand même de dire on paiera moins 10. Voilà, ça devenait un curseur. 20. Ça devenait un curseur, mais encore une fois, quand on disait moins 10, moins 20, moins 30, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que généralement, on entendait toujours que c'était un forfait. C'est-à-dire qu'on disait, bon, voilà, mon salaire, il est tant, il s'appliquera quelle que soit la semaine, et là-dessus, on disait moins 10, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prenait une grille conventionnelle, parce que c'est ça il y avait quand même une exception un peu notable, c'est-à-dire que la convention, le texte, le corps même de la convention collective avait été dénoncé, donc n'existait pas, et pour autant, on était dans un arbitrage un peu facile, qui était de dire, bah écoutez, on va cependant laisser perdurer une grille, la grille de référence, la grille des salaires, et on va quand même se mettre d'accord pour la revaloriser assez régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2007, les premiers mouvements de grève, la négociation, comme le rappelait Valérie, commence il y a 8 ans ou même 9 ans, parce que chaque année il y en a une année plus. Mais en tout cas, il y a eu des mouvements en 2007, des mouvements forts sur les plateaux. L'été 2007 a été difficile dans la production. Et en fait, toujours parce que pour réclamer une convention collective, la convention n'aboutissait à rien, enfin n'aboutissait, il y avait pas, les partenaires sociaux n'aboutissaient pas à quelque chose qui soit en tout cas acceptable pour les uns pour les autres. Et donc, ça a abouti à une espèce de compromis de dire, bon, on n'a pas de texte, cependant, nous, représentants des employeurs, allons quand même apposer notre signature en bas d'une grille de salaire minimum conventionnelle. Bon. Vous me direz, une grille de minimum conventionnelle, mais qui n'est pas annexée à un texte, c'est un peu compliqué à gérer. Alors pour autant, c'était le référent. C'est-à-dire qu'on avait ça et on disait, bah écoutez, voilà, c'est un film qu'on fait à moins 10, moins 20, moins 30. Mais généralement, c'était moins 10% du salaire pour 39 heures, et ça valait même si vous faisiez 50 heures. Donc, en fait, le moins 10%, le moins 20, il se traduisait par un moins 30, moins 40, moins 50. Bon. Donc voilà. Donc le corollaire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui une convention collective, ça coûte plus que ça ne coûtait avant, oui, mais enfin, qu'est-ce qui coûte plus? C'est d'abord... ce qui coûte plus, c'est d'abord l'application de la loi. C'est d'abord de considérer qu'on va payer toutes les heures de travail. Et ça, je trouve qu'il y a un raccourci un peu facile à tout de suite rendre la convention responsable de ça. Non. C'est juste, la convention est un rappel de la loi. Pour le coup, il y a un terreau, il y a une base sur laquelle elle est construite, c'est la loi. Voilà. Donc aujourd'hui, cette convention est construite là-dessus. Alors, toutefois, au moment de la négociation, mais ça, je rentre un tout petit peu dans le détail, mais je juste, et pour que cette convention puisse exister, et tout en prenant conscience, et en quantifiant quand même le fait que, évidemment, que ça aurait un impact. Évidemment, alors, de combien est-il, c'est difficile, il est variable selon les films, je suis d'accord, mais il y avait de toute manière un impact, parce que, quelle que soit la production, finalement, même des productions riches ne payaient pas toutes les heures. Donc voilà, donc elle allait fatalement avoir des répercussions à un moment donné ou à un autre. Et c'est là où il y a eu une idée d'avoir recours, alors on en dira plus tout à l'heure, à une notion qui existait dans d'autres secteurs, qui était les heures d'équivalence, et qui a permis, on va dire, d'amortir une hausse potentielle des coûts de la main-d'œuvre, du travail sur un film.
deuxième manière de pondérer cet effet-là, c'était précisément la dérogation dont on est en train de parler. Ce sont deux leviers, à la fois ces heures d'équivalence qui s'appliquent à la grille de lecture, à la grille de salaire plein pot, on va l'appeler comme ça. Ça, c'est une manière effectivement de contenir un surcoût. L'autre moyen de contenir le surcoût, c'est ce système dérogatoire qui, lui, est consacré simplement aux films de moins de 4 millions. 3 millions. Pardon, 3 millions. Voilà, je mens. Mais tu peux peut-être nous dire, maintenant qu'on a dit quels films étaient concernés, quelles sont les conséquences de l'obtention de cette dérogation? Qu'est-ce que ça permet de réduire? Qu'est-ce qu'on économise grâce à cette dérogation? Alors, juste avant de dire ce que ça permet, juste regardons un peu les critères, parce que ces critères sont intéressants. Ces critères sont, on va dire, assez sélectifs, et en tout cas visent à conserver une forme d'homogénéité de la rémunération de l'ensemble des participants à un film, les auteurs, les réalisateurs, les comédiens, les techniciens. En fait, ces critères cumulés visent à ce qu'il n'y ait plus des films qui, par le passé, se sont faits. Il y a eu de très beaux films qui se sont faits dans ces conditions-là, mais peut-être que les conditions dans lesquelles elles sont faites étaient discutables. Et c'est de dire, voilà, je ne peux pas, j'ai un film, aussi difficile soit-il et notamment difficile à financer. Pour autant, j'ai 2-3 comédiens de renom, potentiellement intéressants, on va dire artistiquement, mais aussi médiatiquement intéressants, en tout cas qui me permettent notamment de financer le film. Et pour autant, je vais leur céder quand même une rémunération. Peut-être que ces comédiens vont faire un effort, mais certainement pas dans une commune mesure avec l'effort qui va être demandé aux techniciens. Et donc on se retrouve, il y avait ces films-là qui existaient, voilà, moi on m'en avait proposé, pour cela j'étais fondamentalement hostile. Moi j'ai toujours été très favorable à faire des films excessivement mal payés quand je sentais qu'il y avait une forme de cohérence artistique et qu'il y avait à la fois un projet artistique qu'on défendait, mais que cet effort allait être partagé par tous. Bon, voilà. Tout le monde ne partage pas forcément cette opinion. Là, je vous fais part d'une opinion personnelle de vécu. Voilà. Et ces films-là, où j'avais le sentiment qu'il allait y avoir une disparité de traitement manifeste, me gênaient profondément. Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a ces 3 critères voilà, qui constituent à dire il y a une masse salariale brute, on a tous nos techniciens, les salaires agglomérés font une masse salariale, et il faut qu'au moins l'ensemble de cette masse salariale soit équivalente à 18% du budget total. Bon, déjà, ça veut dire qu'il faut qu'en tout cas, il y ait un volume d'emploi sur le film. Il y a un socle minimum. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a un critère, le critère que vous voyez, le critère numéro 2, qui est la masse salariale des personnels techniques, est au moins équivalente à 80% d'un poste artistique. Alors dans ce poste, on y met les auteurs, le scénario, on y met le réalisateur avec sa double casquette réalisateur-auteur, on y met la rémunération du producteur, voilà, celle qui est immédiatement indexée au coût du film, et la rémunération des acteurs principaux. Et c'est là où ce critère, c'est vraiment un critère qui vise à définir et encadrer l'homogénéité. C'est-à-dire que sur ces films-là, typiquement, si on demande un effort, et si on souhaite demander des efforts à des techniciens, il faut pour autant que les comédiens, les auteurs ne soient pas, il n'y ait pas une inflation sur leur rémunération. Donc ce critère est vraiment important, parce que à mon sens, c'est un des plus importants, parce que c'est celui qui vient homogénéiser une production. Le critère des 3 millions est évidemment important, parce que on serait quand même bien embêté s'il y avait des films à 5-10 millions qui venaient postuler à ces critères-là. Et enfin, le dernier, c'est les films tournés en France ou à l'étranger, mais pour des raisons artistiques. Là, ça vise quoi? Ça vise simplement, en tout cas, s'il y a l'application des critères de la convention collective, ça s'applique aux salariés français. Il faut que, s'il y a la délocalisation, qu'elle soit justifiée. Voilà. On ne peut
on ne peut pas exporter nos techniciens français dans des régimes dérogatoires où ils seraient très peu payés, ça s'appellerait du dumping social, et ça, évidemment, c'est exclu. Pour autant, il y a des conséquences. Alors, bon, on a, de toute façon, à chaque fois, on sort un peu du plan, mais c'est pas mal. Seulement les conséquences, c'est qu'effectivement, donc un technicien qui se doit engager sur un film, d'abord le producteur, il doit soumettre son film à une commission paritaire qui est pour moitié composée des partenaires sociaux, des représentants des salariés, pour moitié des représentants des producteurs. C'est à cette commission paritaire d'examiner la possibilité de déroger. En fait, la commission dérogatoire, elle a pour vocation à vérifier que les critères, l'ensemble de ces critères sont bien respectés. En théorie, ces critères devraient être automatiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le producteur les applique et par ailleurs souhaite demander la dérogation, il puisse y avoir droit. Cependant, elle a des conséquences. C'est-à-dire que l'obtention de cette dérogation a des conséquences évidemment pour le salarié qui se voit voire appliquer une décote importante sur son salaire à revenir immédiatement, sur le salaire perçu au moment de son travail. Et il y a une autre conséquence qui est la conséquence pour le producteur. Ce qui aboutit, et je vais vous expliquer, qui aboutit au fait que pour un producteur, ça ne sera pas non plus un choix facile d'aller dans ce schéma-là. Ce sera beaucoup plus de travail et il se verra, en tout cas s'il croit un tout petit peu à son film, il verra une décote appliquée sur ses recettes, si toutefois il en a et si le film marche. Donc, la décote, en fait, elle est la résultante du fait qu'il devra payer un intéressement à ses salariés qui ont été mis en participation. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, si en tant que technicien, vous acceptez de faire un film qui est donc soumis à cette annexe dérogatoire, vous voyez effectivement votre rémunération salariale abaisser. Alors, dans des proportions qui sont différentes selon les postes, parce qu'il y a une forme de proportionnalité de l'effort selon le niveau de rémunération garanti. C'est-à-dire que les plus gros efforts sont consentis par les plus gros salaires, et je dirais que tous les salaires dont les salaires hebdomadaires sont inférieurs à 750 € ne peuvent pas voir une partie de leur salaire mise en participation. Donc effectivement, voilà, il y a une part variable, en tout cas il y a une progression de la participation selon le niveau de rémunération salariale. Pour autant, il y a une solidarité puisque c'est l'équipe entière qui sera soumise à ce principe de la participation. On ne peut pas dire à un salarié uniquement, toi tu es en participation, les autres non. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le producteur demande et accède à ce régime dérogatoire, il y a la règle de l'homogénéité, c'est-à-dire que l'homogénéité, c'est dans le sens où elle s'applique à tous les techniciens du film. Il ne peut pas y avoir d'exception. On ne peut pas avoir un technicien, on ne peut pas engager, alors je prends le cas, parce que c'est toujours le cas le plus notable, du chef-op. On ne peut pas avoir un chef-op star, quand pour lui, à qui on va concéder une rémunération complète et optimisée. Non. C'est-à-dire que dès lors que vous rentrez dans le système dérogatoire, tous les techniciens rentrent dans ce système. Après, selon leur niveau de rémunération, ils se voient appliquer des décotes ou pas des décotes. Mais c'est tout. Et enfin, une fois que vous avez ça, vous avez travaillé, vous faites votre film, etc. Et en fait, l'écart constitué entre ce que vous avez gagné, ce que vous auriez pu gagner, ce que vous auriez dû gagner sur un film non dérogatoire, et ben il y a, c'est ce qu'on va appeler votre intéressement, c'est-à-dire ce gap. Si vous avez touché, je prends très schématiquement, vous avez touché 5 000, alors vous deviez toucher 10 000 sur un film classique, il y a un intéressement de 5 000. On considère qu'à ce titre, vous avez pris un risque. Donc on dit, vous allez éventuellement, si le film fonctionne, a du succès, récupérer non pas 5, mais 5 fois 2, 10 000. Donc tout ça fait un montant total de l'intéressement à redistribuer et à revenir aux techniciens qui sera pris obligatoirement sur une quote-part sur la moitié des recettes à revenir au producteur délégué. Donc pour le producteur délégué, les conséquences, c'est que s'il croit un tant soit peu à son film, et ben c'est 50% grosso modo de ses recettes qui vont être fléchées vers les techniciens qui ont travaillé sur le film, donc c'est 50% en moins de ses recettes. Et par ailleurs, il
faut aussi qu'un producteur le prenne en compte. Ça veut dire des redditions de comptes compliquées. C'est-à-dire que c'est un travail compliqué. On ne mesure jamais le travail que les producteurs, alors que les producteurs qui font correctement leur travail, ont à faire une fois qu'un film est sorti, une fois qu'un film a commencé à engranger des recettes. C'est 7 ans de suivi, c'est 7 ans pour vérifier qu'effectivement il y a les remontées de recettes, les reverser aux principaux ayants droit. Enfin voilà, là je m'égare un peu, mais je veux dire, dans la palette et le spectre du travail du producteur, on sait généralement comment ça se situe, on connaît un peu les phases de développement, de financement, de production, de post-production, la sortie, mais on oublie généralement que la sortie, ce n'est que le début de quelque chose d'autre qui est plutôt de nature financière et comptable, mais qui représente quand même du travail. Pour vous donner un ordre d'idée, au moment de cette négociation, on a estimé que pourraient bénéficier de la dérogation, là, à peu près 20%, alors je dis pas à peu près, parce qu'en fait c'est bien écrit comme ça dans le texte, 20% des films agréés par an, voilà, qui peuvent bénéficier, qui pourraient bénéficier de cette dérogation s'ils la demandaient, évidemment. Ce n'est pas le cas de tous les films. Ce qui n'est pas le cas de films, ce qui n'est pas le cas, c'est qu'en fait, on constate aujourd'hui qu'un film de moins de 3 millions, il y a un certain nombre de films qui se font sans rentrer dans l'annexe dérogatoire. Soit parce qu'ils ont pu financer à peu près correctement leur film, soit parce qu'ils estiment que le coût, le gain économique représenté par l'application de cette annexe, finalement, peut peut-être se récupérer par une autre façon de penser le film. Et là, on y viendra parce que, on va y venir, je vais laisser la parole, mais que la convention aussi, je pense, appliquer cette convention, ça veut dire penser le travail autrement sur un film. C'est-à-dire penser le plan de travail autrement. Il y a, à mon sens, une réflexion qui s'opère maintenant, qui prendra du temps, mais il faut penser les choses un peu différemment, en tout cas, que celles qu'on appliquait précédemment. Excusez-moi, vous pouvez juste réexpliquer pourquoi c'est x2 la participation? J'ai pas compris ça. Pourquoi c'est x2? Vous gagnez 5, vous deviez gagner 10 sur un film normal, vous auriez... voilà. On considère qu'il y a 5 000 que vous n'avez pas gagné, 5 000 sur lesquels vous avez un aléa. À ce titre, on va vous conférer, et je mets des guillemets parce que tout le monde n'aime pas ce terme, comme un statut de coproducteur pour une partie de ça. Donc on estime qu'à partir du moment où vous faites cet effort-là, que cette tronc de 5 000 est un aléa, il serait juste, vous prenez un risque, mais il serait juste que ce risque puisse éventuellement se recouper à hauteur de x2. Voilà. Vous misez, et comme quand on mise, vous prenez le risque de perdre ces 5 000, mais au moins vous avez la possibilité de gagner cette même mise multipliée par 2. Mais quelle est l'obligation légale du producteur de respecter ses engagements par rapport à ça? Moi, tous les exemples de participation que j'ai entendus ces dernières années, c'était des gens qui touchaient 40 € 3 ans plus tard. Enfin, ça ne voulait rien dire. Est-ce que vous êtes en train de dire que le système de participation maintenant sur un film, parce que c'est fondamental, ce que vous êtes en train d'expliquer, ça va permettre à plein de gens de faire des films et d'intéresser des techniciens sur la suite, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement? Est-ce que c'est une nouvelle règle qui n'existait pas avant? Ou avant, c'est comme la convention collective, on n'était pas très clair? Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser ça? Oui, je peux préciser. Alors déjà, dans son calendrier, quand un producteur vient solliciter cette demande de dérogation, il le sollicite auprès de lui. Donc il a un dossier à fournir à cette commission paritaire, et cette commission paritaire se réunit généralement quelques jours avant la commission de dérogation au CNC. La commission de dérogation, je ne sais pas si tout le monde est au courant, là, en fait, d'agrément, pardon, c'est ce que je voulais dire. Il y a 2 agréments à obtenir, il y a un agrément en amont. Alors là, c'est un peu, je vais laisser la parole à... L'agrément des investissements, c'est la porte d'entrée au CNC. Un film qui est agréé dépose tous les éléments, comme vous le savez, relatifs à la réalité financière du film. Et pour pouvoir avoir un agrément, le producteur qui demande la dérogation doit au préalable obtenir l'autorisation d'avoir la dérogation. Donc chronologiquement, il y a la demande de dérogation, j'ai bien ma dérogation, je peux présenter mon dossier
avec une petite mention spéciale, bénéficie de la dérogation, et à ce moment-là, le CNC qui traite ce dossier regarde que les obligations sociales sont bien conformes à ce qui a été déclaré par la commission de dérogation, et ça sera surtout vérifié au moment de l'agrément de production. L'agrément de production, c'est l'agrément de sortie quand le film est produit et que le producteur doit représenter le dossier au CNC pour vérifier que tout est exact, avéré. En tout cas, ce qu'il donne au CNC. Alors, la grande différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, les intéressements, c'était conventionnel. Producteur, individuellement, il y avait une particularité de paiement. Aujourd'hui, qui n'était notifié à personne. Hein, je veux dire, c'était un accord contractuel que vous aviez vous avec votre employeur, mais c'était un contrat. Ça figurait au registre, évidemment, c'était enregistré. Non, même pas. Je suis déçue. Je ne pense pas. Malheureusement, je ne pense pas. Voilà. Excusez-moi, ça veut dire que maintenant tous les contrats qui auront un intéressement doivent être au RPCA, enfin, doivent être enregistrés? Normalement, l'intéressement figure dans les contrats enregistrés. C'est bien normal. Je pense que matériellement, ils n'y figureront pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en l'état, au moment de l'agrément de production, déjà, il va y avoir déjà, il y a deux examens. C'est-à-dire qu'à la fin du film, une fois que tout sera finalisé, la commission paritaire va poser un regard sur le film, d'une part. Et elle va finalement délivrer son visa définitif. Oui, les techniciens ont été payés. L'application du régime dérogatoire s'est appliquée, mais pour autant, il s'est appliqué dans les règles. Première chose. Ensuite, si ces règles ne sont pas respectées, le risque il est très lourd pour le producteur. S'il s'avérait que les règles ou les critères n'ont pas été respectés, le risque pour le producteur, c'est de se voir obligé a posteriori de rattraper, de payer le delta. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la requalification complète des contrats sous le précédent, dans le cadre du régime global. Voire même la perte de l'agrément. Et ensuite, de ça, découle la perte de l'agrément. Puisque les obligations sociales n'auront pas été respectées. Donc, le couperet, il est quand même assez sévère. Maintenant, on peut espérer que les producteurs auront organisé leurs éléments de manière à ne pas perdre un agrément, parce que là c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a perte éventuellement des aides sélectives qui auraient pu être attribuées au film, il peut y avoir des financements avec les chaînes qui peuvent tomber, enfin c'est quand même très lourd de conséquences. Donc oui, la publicité de cet intéressement, le respect de cet intéressement, là il est public comme le dit Benjamin. Avant on était vraiment dans un rapport contractuel. L'intéressement là, l'intéressement il est toujours possible contractuellement au-delà de la base des salaires indiqués dans la convention collective. Ça peut être un complément, ça peut être conventionnel. Mais en tout cas, le différentiel entre la base du salaire et ce qu'on lui retire pour le mettre en participation dans le cadre de cette convention, alors ça c'est vraiment vérifié et exceptionnellement attribué dans ce cadre-là. Alors, ça ne répond pas complètement à votre question, parce que là, on en est au stade où en fait, le film n'a pas vu encore et pas commencé de carrière commerciale, et en fait, c'est quid des recettes du film, et comment est-ce qu'on contrôle les recettes du film, et comment est-ce qu'on contrôle les recettes à revenir au producteur, celui qui serait susceptible de vous en reverser. Il n'y a pas encore de réponse très claire là-dessus. Non, mais attendez, j'y viens. Pour autant, vous, en tant que salarié, vous avez un droit de regard qui n'existait pas avant, qui est aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je sais pas, là je me retourne vers Agnès ou Valérie, il y avait à un moment donné l'idée, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est que pour ces films dérogatoires, le CNC ne sera pas en mesure de contrôler l'application pleine et entière des obligations du producteur après l'agrément de production. Pour autant, on peut imaginer, je ne sais pas, il y a eu des idées de réflexion pour le dire, sur un certain nombre de films, il y aura chaque année des contrôles aléatoires et on viendra comme ça contrôler quelques producteurs. Il y a une autre solution, c'est que vous, salariés, vous pouvez demander des comptes aux producteurs. Alors, je vais vous dire une chose. À mon avis, et là je vous donne un peu dans la pratique et ce qui va se passer. Il y a bien souvent, ces films-là sont des films difficiles
ils vont avoir une surface de sortie relativement faible. On va dire qu'il va y avoir des films clairement qui ne vont pas avoir de carrière commerciale. Bon. Ça se verra, vous le verrez. Vous avez fait un film, vous voyez le film, il reste une semaine à l'affiche. Le box-office, il est public, il n'y a pas plus facile d'avoir le box-office. Je veux dire, pour un tout petit box-office, généralement, il n'y a pas de salle, il y a très peu de DVD, etc. Généralement, le film engrange très peu de recettes. Bon, il y a toujours la possibilité de demander un contrôle, mais quand même. Ensuite, il y a l'autre cas extrême. Il y a des films comme ça, chaque année, il y a 2-3 petits films qui sont des pépites, qui sont faits avec des budgets très très contenus et qui pour autant rencontrent un grand succès en salle. Bon, là vous êtes technicien, je vais vous dire, le producteur, il sera dans les feux de la rampe, entre guillemets, et je pense que, sachez une chose, c'est que vous, salariés, vous serez peut-être tout seul, mais il y a au sein de la commission paritaire, il y a l'ensemble des organisations des représentants salariés, au sein de ces représentants des syndicats salariés, tous ne sont pas très favorables à l'existence de ces films dérogatoires. Sachez-le. Je veux dire, c'est même, voilà, il y a des gens qui le regardent en disant c'est un mal nécessaire, et d'autres qui pensent que il faudrait que ces films n'existent pas. Donc, croyez-moi que l'ensemble des organisations syndicales de salariés vont être elles aussi excessivement vigilantes quant à la bonne application des remontées de recettes. Donc, vous ne serez pas isolés. Il n'y a pas encore de mécanisme clair, facile, lisible pour que les comptes soient publics, puissiez apprécier vous, individus, ce qui relève des recettes ou pas. Pour autant, je pense que des contrôles s'opéreront et que là où il y aura peut-être un flou, c'est effectivement des films qui auront moyennement performé, etc., qui seront peut-être susceptibles d'avoir dégagé des recettes, et pour autant, est-ce que les recettes elles reviennent au producteur de vie. Mais voilà. Mais je pense que tous les films, en tout cas, parce que c'est ça le vrai mot, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites le film, bon, il y a un coup de cœur pour le film, vous le faites, vous avez compris, etc. Après, l'aléa, généralement, vous ne comptez pas dessus. Je ne dis pas, attention, je sais pas. Mais en tout cas, s'il revient, c'est bien. Et l'important, c'est qu'il revienne quand le film marche. Et c'est ça qui est important. C'est qu'au moins le schéma fonctionne. Et dernière remarque, ce schéma. Alors attendez, une dernière remarque très importante quand même, c'est que ce régime dérogatoire, il est signé pour 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux, les syndicats salariés ont accepté que ce régime dérogatoire existe pour 5 ans. Dans 5 ans, il est susceptible de disparaître. Eh bien, je vais vous dire, si l'ensemble des producteurs veulent ou souhaitent que ce système perdure, parce qu'ils considèrent que c'est un élément indispensable au maintien d'une diversité de la production, et en tout cas de ces films-là, et bien ils ont intérêt à être vertueux. Voilà. Sans présumer que le producteur ne fasse pas correctement ses remontées de recettes, on peut aussi envisager raisonnablement que ce ne sera pas énorme non plus, parce que quand on parle de recettes, ce sont des recettes résiduelles. Il y a les 50%, il y a les recettes à distribuer entre coproducteurs. Donc, Tout à fait. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis que je pense que les films qui remonteront des recettes sont les films qui sont des succès notables. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Il y a quelques années, il y avait le deuxième film d'Abdel Keshish, L'Esquive. Bon. L'Esquive est fait dans des conditions excessivement difficiles. Les techniciens sont payés à moins 50%. Encore une fois, moins 50%, c'est plutôt moins 50% forfaitaire. Et en échange de quoi, ils ont un contrat de participation. Bon. Il se trouve que l'entreprise dépose le bilan, l'entreprise de production dépose le bilan à la sortie. Bah, coup de chance. Je vais vous dire coup de chance. Pourquoi ? Parce que l'administrateur judiciaire qui est nommé pour reprendre le passif, en tout cas reprendre
l'exercice de l'activité, en tout cas solder la société, l'esquive fait 1 million d'entrées en France. Eh bien, les recettes sont bien remontées aux producteurs délégués. Je veux dire, voilà, ces films-là, où, à mon avis, jusqu'à 300 000, ils n'avaient aucune recette, parce que il avait tout financé en cédant ses parts de recettes à l'ensemble des coproducteurs, arrivent à un moment donné, arrivent des paliers où les recettes, elles tombent. Et coup de chance pour les techniciens, je pense que la présence de l'administrateur judiciaire a accéléré les retours, et tous les techniciens se sont vus attribuer des salles de 3 chèques successifs à 2 mois d'intervalle. Voilà. Et ils ont recoupé à peu près l'intégralité du salaire qu'ils auraient dû percevoir. Voilà. C'est pour ça que je pense que finalement, les retours sur intéressement pour les techniciens, ils n'auront vraiment lieu que sur les films qui performent, qui ont un succès. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le producteur délégué verra des couloirs de recettes à revenir, qui lui reviendront. Oui, bonjour. Excusez-moi pour ma voix. C'est un peu au sujet parce qu'on parle beaucoup de fiction. Moi, je suis en production documentaire. On voit très, je ne peux pas dire jusqu'à quel point, film documentaire à 600 000 ici, en région. Ils sont bien sûrs. Oui, Bien sûrs. Le soutien en liquidité va peut-être aller entre 25 jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 70, 100 000, mettons, c'est vraiment bien. Depuis 4 ans, 5 ans même, il n'y a plus de forfait dans le domaine documentaire, enfin avec notre gestionnaire, pas de salaire à forfait. On paie selon la convention collective audiovisuelle. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on est dans les règles, on fait comme il faut, mais on n'a pas de dotation d'amortissement, ça reste plus. On n'a que la valeur résiduelle sur le matériel qui peut être mis en valeur. Pas de bénévolat, évidemment, parce qu'on n'est pas en association. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, évidemment, ça a un impact terrible sur les techniciens, parce que qu'est-ce qu'on fait? On paie comme il faut, chaque jour, à le prix qu'il faut. Il n'y a pas d'histoire de payer au SMIC. Et alors, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on embauche moins de monde. Donc, ça fait un manque de techniciens indirectement. Vous voyez? Et un manque de diversité et un manque de floraison. Il n'est pas de sauter autrement de prendre des stagiaires qui n'est pas l'idéal dans les situations. Et autrement, de prendre des personnes en faux stage ou ceci, l'apprentissage, qui n'est pas convenant non plus dans la situation-là. Voilà. C'est juste pour donner du terrain, pour la réalité du terrain régional, hein, parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de régions et encore on n'est pas en Picardie. Non, là, vous parlez tout à fait, c'est à la fois de données régionales, mais c'est aussi des données économiques. Voilà. De toute façon, l'application de convention, il y a à un moment donné, elle peut susciter des difficultés économiques. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on est dans les clous parfaits de la convention, et pour autant. Maintenant, attention, hein, là on parle de film, de cinéma. Hein, et là vous parlez tout à l'heure de film audiovisuel, c'est une autre convention, c'est d'autres critères. Là on parle typiquement de film de cinéma. De mémoire, en un an, je crois qu'il n'y a que 2 films, 2 documentaires qui ont postulé à cette demande de dérogation. Et donc, dans le cas de la convention collective audiovisuelle, il n'y a pas ce recours à la dérogation. Tout à fait. Pas payer moins. Donc le documentaire est en train de s'effondrer par la convention collective. J'ai un très bon gestionnaire, hein, elle est vraiment très bien. Et elle fait pour la plupart des personnes en Alsace, pour la plupart des producteurs aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de paiement forfaitaire, on ne peut pas payer un réel ou un autre forfaitaire, et ça n'existe pas comme principe, comme concept. De toute façon, c'est fini. Il n'y a pas de participation dans un film non plus, un documentaire non plus. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On s'écrase pas. Ça c'est un problème de financement et d'émiettement des financements, et en tout cas de la valeur patrimoniale qu'on peut accorder à un documentaire. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que finalement, les documentaires ne sont pas achetés suffisamment cher, d'une certaine façon. Oui, j'ai une question. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de films chaque année qui ont un budget de moins de 3 millions d'euros. Et vous avez un retour déjà sur 2014 sur le nombre de films qui ont demandé cette dérogation, justement pour voir
si ça a intéressé les producteurs. Donc là, on a tout juste une année d'application, puisque la première commission, elle avait dérogatoire, elle avait eu lieu en novembre cette année. Donc là, on a eu 49 films qui ont obtenu la dérogation. Donc on est à peu près dans les 20%. Ça représente effectivement à peu près les 20% dont on parlait tout à l'heure des films agréés sur l'année. Ouais, Vous parlez de vérification, mais c'est la vérification. La vérification se fait pour le reversement de l'intéressement ou la vérification des critères. Les deux premières vérifications, il y a une vérification en amont déclarative. Est-ce que le producteur a structuré son film et son dossier et son devis autour de ces critères pour pouvoir demander la dérogation, parce qu'en fait, c'est qu'avec cette dérogation qu'il va pouvoir établir des contrats de travail qui prévoient une mise en participation. Il y a ensuite, au terme de la production, on vient valider, préalablement à l'agrément de production, on vient valider ces critères, on vient valider le fait que ces critères ont bien été respectés au bout de course et que ce n'était pas simplement du déclaratif en amont pour rentrer dans les, critères. Cette vérification-là est systématique. Il y a une vérification a posteriori de l'application de tous ces critères, absolument. Et là, pour le coup, elle sera attentive. Juste une question, c'est quoi la base de cette rémunération complémentaire? Du coup, c'est quoi? C'est du salaire, c'est de la fiche de paye, c'est de l'intéressement, c'est de la prime, c'est l'intégration dans les heures ACDIC, c'est... Ça correspond à quoi exactement en fait, à la fin d'année? Alors à la fin de l'année, ce ne sera pas à la fin de l'année, ce sera, je ne sais pas, ça viendra 1 an, 2 ans après le travail effectif. Ça prendra vraisemblablement la forme. Alors, je vous dis vraisemblablement parce qu'aujourd'hui ça n'a pas encore existé, mais théoriquement, en tout cas, les gens un peu plus experts en droit social, ça prendrait la forme d'une prime qui sera effectivement soumise à la cotisation sociale. Pour autant, elles ne donneront pas lieu à des heures comptabilisées par les ACDIC. Mais déclarées au Pôle emploi, du coup, j'imagine. Elles seront, là c'est ça que je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, elles seront déclarées, mais le montant sera déclaré, mais elle ne sera pas assortie d'heures. Donc je ne sais pas quelle est la forme précise de ça. Je ne peux pas vous dire et on n'a pas l'expérience encore pour l'apprécier. Mais en tout cas, ça prendra la forme d'un salaire qui sera en tout cas soumis à des cotisations et sociales et patronales. Et ça, c'est précisé dans la convention. Qu'est-ce qui est précisé? Ce fait-là, ce que vous venez de dire. Non, la convention ne dit pas, mais ça découle du droit social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des intéressements, des primes, c'est le régime des primes ou des intéressements, ça existe dans plein d'autres secteurs, l'intéressement. La petite particularité, c'est que dans plein de secteurs qui en fait ont une activité pérenne, généralement l'intéressement est un complément de salaire, d'un salaire payé au moment où il a été effectué. Là, ce qui se passe, c'est que cette prime ou cet intéressement va venir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après la réalité effective de votre travail. C'est en ça où, à mon sens, il y a encore un petit flottement. Donc ça, c'était pour le... Excusez-moi, une petite question en plus. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre des coproductions internationales quand c'est un étranger qui est majoritaire? Alors là, on peut rentrer dans plein de cas de figure, parce qu'en fait, on va dire qu'il y a un coproducteur français. Alors, il y a 2 questions. Enfin, la première question, vous avez une coproduction majoritaire étrangère avec un coproducteur français, et si vous tournez en France. Si le français est coproducteur, il pourrait solliciter, mais il faudrait quand même qu'il applique l'ensemble des critères. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit coproducteur, qu'il ait des parts de recettes à revenir, et que par ailleurs il applique les critères. Vous touchez un petit point encore qui aujourd'hui est un peu un point de dissension et en discussion au sein de la commission paritaire, c'est qu'effectivement l'ensemble des règles applicables un petit peu aux coproductions et a fortiori aux films qui vont se tourner à l'étranger souffre aujourd'hui de certaines contestations quant à les 18%. Par exemple, je prends un film, vous êtes un film, une production française, vous tournez votre film au Liban,
et vous tournez tout le film au Liban, parce que ça s'y passe. Et ben, vous êtes dans les critères d'une délocalisation artistique pour des raisons artistiques. Donc, normalement, vous satisfaites. Simplement, dans votre devis, vous allez avoir une colonne dépenses françaises pour les techniciens et de l'autre la dépense des techniciens libanais. Vous avez beau emmener des techniciens, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire des techniciens français, vous avez forcément besoin de techniciens libanais. Et là où il y a aujourd'hui débat et en tout cas désaccord, et ça va faire l'objet d'une commission de travail pour peut-être venir édicter une nouvelle règle additionnelle, c'est une règle quant à l'appréciation de ce critère des 18% de la masse salariale. Est-ce qu'elle englobe les techniciens étrangers? Est-ce qu'elle ne l'englobe pas? Voilà, là pour le coup, il y a aujourd'hui un débat au sein de la commission paritaire qui va donner lieu à un examen un peu plus approfondi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut juste se dire que cette commission paritaire est relativement jeune, elle a 1 an, et en fait, elle a un socle commun qui est la convention collective, elle a ensuite un règlement intérieur qui dicte la façon dont elle prend ses décisions. Ces 2 textes ont été discutés en 2013, et évidemment que la mise en musique, la mise en pratique de ça, soulève des questions. Donc ces questions, elles doivent être à nouveau, elles doivent faire l'objet d'une nouvelle discussion. Donc sur les copros, la réponse est, si vous avez une copro, vous avez un coproducteur français qui est un vrai coproducteur, pas un producteur exécutif, il est en droit de solliciter la dérogation, mais si pour autant il satisfait aux critères. Et juste, ça ne correspond pas au prorata de la part du budget apporté par le producteur français? Il y a des discussions. Voilà. Ce que vous dites a du sens, mais pour autant tout le monde ne partage pas. Ce serait logique quand même. Ça peut sembler logique. Non, mais ça semblerait logique, mais voilà. Mais ce qui se passe, c'est que ça semblerait logique sur les coproductions, ça l'est peut-être un peu moins quand c'est une production 100% française qui se délocalise pour des raisons artistiques. Donc l'ensemble, et en fait aujourd'hui il y a un débat général dès lors que sur les films qui sont dans lesquels il y a une participation étrangère, soit une participation au titre d'une coproduction, soit une participation étrangère, parce que c'est une participation de fait, parce que le film va se tourner à l'étranger. Votre réflexion fait sens, tout le monde ne la partage pas. Je pense que voilà, la commission est un peu jeune. Tout n'a pas pu être en tout cas anticipé ou très bien anticipé au moment de la signature, et maintenant c'est la mise en pratique qui vient parfois constater quelques lacunes, mais bon voilà, ça va petit à petit, de nouvelles règles vont venir se superposer vraisemblablement.